Derrière cette audace se cache un risque immense. L'Afrique joue-t-elle son avenir sur un coup de dé, ou est-elle sur le point de tout reprendre, tout ce qui lui a été confisqué? Ce matin, la voix du Burkina Faso est devenue celle de tout un continent, décidé à ne plus chuchoter mais à s'imposer. Et si, à 7 heures du matin, l'Afrique avait enfin cessé de chuchoter? Jusqu'à ce jour, personne n'imaginait vraiment que le président Ibrahim Traoré passerait à l'action. Les sceptiques voyaient en lui un dirigeant de plus, condamné à hurler dans le vide et à disparaître du cycle des actualités. Mais ce matin-là, tout a basculé à Ouagadougou. À 7 heures précises, une opération sans précédent s'est déclenchée dans la capitale du Burkina Faso. Les premières rumeurs n'ont pas tardé à traverser le Sahel, mais c'est à Paris, Tel Aviv et Washington que le choc a été le plus brutal. Ce n'était pas une simple purge, c'était une onde de choc diplomatique, une rupture avec des décennies d'habitudes imposées. Car ce qui s'est joué ce matin-là, ce n'est pas seulement l'éviction de quelques agents étrangers. C'est une déclaration à la face du monde. L'Afrique refuse désormais d'être l'échiquier des autres puissances. Ce n'est plus une question de politique, c'est un acte de mémoire et de dignité. Ibrahim Traoré a montré que l'Afrique pouvait, en une seule matinée, bouleverser l'ordre établi sans violence ni démagogie. Pour saisir toute la portée de cette journée historique, il faut remonter aux racines invisibles d'un contrôle qui, depuis trop longtemps, pesait sur le Burkina Faso. Ce pouvoir invisible, tissé au fil des contrats et des alliances opaques, a longtemps dicté la réalité du Burkina Faso sans jamais se montrer. Mais comment ce pays est-il devenu le centre d'un tel affrontement silencieux? Pourquoi l'Afrique a-t-elle si longtemps toléré l'ingérence silencieuse d'acteurs extérieurs? La réponse se trouve dans les recoins de son histoire récente, où promesses de développement et discours d'aide masquaient souvent la mainmise étrangère sur ses institutions clés. Des décennies durant, la surveillance omniprésente, les contrats opaques signés à huis clos et le balai incessant d'ONG ou d'experts occidentaux et israéliens faisaient la pluie et le beau temps sur le continent. Derrière chaque programme de subvention ou d'assistance technique, il y avait une condition cachée, céder un peu plus d'autonomie en échange d'un avenir prétendument meilleur. La dépendance technologique s'est imposée comme la norme. Les infrastructures critiques, télécommunications, réseaux électriques, cybersécurité, passaient sous le contrôle d'acteurs extérieurs, souvent sous couvert de modernisation ou de privatisation. En réalité, chaque fibre optique étrangère, chaque serveur importé était un cheval de Troie, introduisant vulnérabilité et dépendance au cœur même des États africains. Pourtant, tout allait basculer ce jeudi-là, quand le président Traoré a décidé de renverser la table. Mais il faut le dire sans détour. Chaque contrat signé, chaque infrastructure modernisée, c'était une parcelle de souveraineté bradée. L'Afrique payait le prix fort, non seulement en capital, mais aussi en dignité et en contrôle sur ses ressources. Dans l'ombre, des sociétés occidentales et israéliennes ont bâti un empire invisible. Elles récoltaient des données stratégiques, orientaient la prise de décision et influençaient les politiques publiques, tout en restant hors des radars de l'opinion africaine. Ce réseau sophistiqué d'ingérence a prospéré sur la discrétion, l'opacité et des alliances soigneusement tissées. Un matin, tout a basculé. La riposte s'est faite sans un mot de trop, sans une balle tirée. Ce qui s'est passé ce matin-là à Ouagadougou n'était pas un simple geste symbolique. C'était le point de départ d'une opération qui allait bouleverser tout l'équilibre régional. Regardons ensemble comment, en quelques heures, Traoré a mis fin à des années d'influence cachée. À l'aube, dans toute Ouagadougou et jusqu'aux régions les plus reculées, des forces spéciales sont entrées en action. Les instructions étaient claires, la discrétion absolue. Aucun coup de feu, aucune déclaration tapageuse, seulement la précision d'une opération pensée depuis des semaines. Dans plusieurs entreprises, la saisie de matériel et de serveurs s'est faite à la minute près. Ordinateurs, téléphones cryptés, disques durs entassés dans des caisses, réseaux entiers mis hors ligne. Toutes ces sociétés avaient un point commun, des liens directs ou occultes avec Israël dans les secteurs de la cybersécurité et du renseignement. Pour Traoré, il n'y avait plus de place pour l'ambiguïté. Au même moment, les contrats de défense et de cybersécurité étrangers ont été résiliés sans préavis. Aucun délai, aucun compromis.
Des accords vieux de plusieurs années, parfois de plusieurs décennies, sont tombés en une matinée. Les ministères concernés ont reçu l'ordre d'annuler, de fermer et de couper l'accès à toutes les infrastructures sensibles pilotées de l'extérieur. La vague n'a pas épargné les personnes. Tous les acteurs soupçonnés de collusion, qu'ils soient consultants, dirigeants d'ONG ou même diplomates, ont reçu leur notification d'expulsion. Aucun recours possible. Certains n'ont eu que quelques heures pour rassembler leurs effets et quitter le territoire, escortés jusqu'à l'aéroport sous supervision militaire. À l'ambassade d'Israël, comme dans d'autres représentations étrangères, le silence était lourd. Les voitures officielles s'alignaient devant les grilles, les cartons s'empilaient, les communications étaient coupées net. Les réseaux d'influence, tissés patiemment année après année, étaient démantelés en une journée, sans violence, mais avec une détermination implacable. Ce n'était pas une crise passagère, mais la pose des fondations d'une doctrine nouvelle, la doctrine Traoré. Quand un mur invisible tombe, c'est toute la carte du pouvoir qui se redessine. Mais qu'est-ce que cette doctrine Traoré et pourquoi bouleverse-t-elle les certitudes de l'Occident? Découvrons ensemble comment cette stratégie inédite va bien au-delà d'une simple réaction aux ingérences. Jamais le risque n'a été aussi grand. Le risque de représailles diplomatiques, de sanctions économiques, d'instabilité interne. Mais la discipline des opérations, la clarté du message et la rapidité d'exécution ont pris tout le monde de court. En une matinée, la face du Burkina Faso et bientôt celle de l'Afrique de l'Ouest venaient d'être redessinées. Ce qui aurait pu n'être qu'une purge locale est devenu un séisme régional. En moins de 3 jours, le Mali a gelé toutes ses importations de technologies militaires israéliennes. La Guinée a suspendu ses collaborations en cybersécurité suspecte. Le Niger a ouvert une enquête sur ses accords étrangers et bloqué toute transaction suspecte. L'effet domino s'est propagé à la vitesse d'un éclair, chaque État confirmant qu'il n'agissait plus sous la pression d'intérêts extérieurs. À Tel Aviv, l'onde de choc est immédiate. Le gouvernement israélien convoque dans l'urgence ses plus hauts responsables. Sécurité, affaires étrangères, renseignements. Les mots prononcés à huis clos sont sans équivoque. Un mur est en train de s'ériger contre nos intérêts, pas seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pour la première fois, Israël se retrouve face à un front qui ne s'écroule pas au premier coup de pression diplomatique. À Paris, la stupeur se mue en gêne silencieuse. Les responsables politiques n'osent pas commenter officiellement, de peur d'envenimer une situation déjà explosive. Les médias évoquent du bout des lèvres une perte d'influence, mais l'essentiel se joue dans les arrière-salles. Comment stopper l'hémorragie sans s'afficher comme adversaire de la nouvelle souveraineté africaine? À Washington, la panique n'est pas affichée, mais la stratégie s'invite dans chaque réunion. Les analystes redoutent un effet domino incontrôlable. On s'interroge. Combien de milliards de dollars investis risquent de s'évaporer si d'autres pays africains adoptent la même posture? Faut-il menacer, négocier ou changer radicalement d'approche envers le continent? Pendant ce temps, à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, l'atmosphère est tout autre. Pour la première fois, une résolution est rédigée, saluant la résistance souveraine du Burkina Faso et appelant les États membres à renforcer leur coopération pour se protéger contre l'ingérence étrangère. Le message est clair, ce qui était autrefois un rêve devient aujourd'hui une politique assumée. Le monde regarde, partagé entre fascination et anxiété. Un mur invisible est tombé, mais c'est la possibilité d'un nouvel ordre né du silence des peuples qui inquiète le plus les anciennes puissances. Pour le public africain, c'est peut-être la première fois qu'un espoir collectif émerge sans armes, sans chaos, sans effusion de sang. Mais pour les puissances étrangères, le spectre d'une perte de contrôle généralisée plane. Contrats, bases de données, relais politiques, tout semble fragilisé du jour au lendemain. Progressivement, des blocs régionaux s'activent. À Dakar, à Abuja, à Bamako, des commissions spéciales établissent des listes d'entreprises et d'ONG soupçonnées de collusion ou d'espionnage. Les premières exclusions tombent. Certains groupes internationaux voient leurs bureaux fermés, leurs licences suspendues sans appel. Ici, la méfiance ne se cache plus. Elle devient un réflexe d'autodéfense collective. Dans les rues comme dans les universités, un concept s'impose, la doctrine Traoré. Sur les réseaux sociaux, dans les débats politiques, l'expression circule comme un mot d'ordre. Être maître chez soi,
établir des règles du jeu transparentes et surtout montrer qu'il n'est plus nécessaire de passer par la violence pour reconquérir sa souveraineté. Ce modèle inspire, intrigue et inquiète. Et si la contagion était inarrêtable? Quand on arrête de chuchoter, que fait-on de sa nouvelle voix? La réponse tient en un mot. Agir. Mais agir comment? Et surtout, pour qui? Alors, comment ce bouleversement inédit transforme-t-il la vie concrète des citoyens burkinabés et africains? Regardons maintenant l'impact réel de cette révolution silencieuse sur le quotidien et les rêves du continent. Pour les citoyens africains, la doctrine Traoré n'est pas un simple slogan, mais un mode d'emploi. Première étape, établir une transparence totale sur tous les investissements étrangers. Cela signifie que chaque contrat signé, chaque centime investi, chaque partenaire venu de l'extérieur doit être rendu public et accessible à tous. Fini les tractations secrètes qui servaient des intérêts cachés. Ensuite, les gouvernements s'engagent à créer un cadre continental. Ce cadre n'est pas une forteresse isolée, mais un réseau de coopération régionale pensé pour lutter contre l'ingérence. Les pays voisins partagent leurs expériences, coordonnent leurs mécanismes de défense économique et technologique et refusent d'être divisés par des intérêts extérieurs. L'Afrique s'unit pour mieux résister, mais aussi pour transformer la suspicion en opportunité de développement partagée. La souveraineté populaire ne s'impose pas que dans les palais présidentiels. Elle doit résonner dans les médias, les universités et toutes les institutions. Les journalistes deviennent les vigies, dénonçant les manipulations et éclairant les zones d'ombre. Les étudiants, eux, s'approprient leur histoire, débattent des choix nationaux et refusent l'importation de récits qui les marginalisent. Les agents de l'État, du plus haut magistrat aux fonctionnaires de quartier, se forment à l'éthique et à la responsabilité collective. Mais attention, ce n'est pas la violence qui définit cette nouvelle ère. La doctrine Traoré, c'est avant tout la discipline, la coordination et l'agency, la capacité d'agir de manière autonome, réfléchie, sans céder à la provocation. Il ne s'agit plus de brûler les drapeaux ou de couper les ponts, mais de bâtir, pierre après pierre, une indépendance réelle. Cela exige une rigueur quotidienne, le courage d'assumer ses choix et la volonté de tenir bon lorsque les anciens schémas essaient de revenir par la petite porte. Mais alors, comment chaque citoyen, chaque leader, peut-il concrètement s'engager pour que cette dynamique ne s'essouffle pas? Découvrons ensemble les leviers d'action qui s'offrent à tous dès aujourd'hui. L'Afrique peut-elle transformer l'essai ou retomber dans le silence? Voilà la question cruciale qui se pose à présent. Le vrai défi désormais n'est plus seulement extérieur. Il s'agit d'apprendre, ou plutôt de réapprendre, à prendre la parole, à redéfinir son avenir, à défendre l'unité nationale face aux tentations, aux intimidations et aux offres trompeuses. Le pouvoir de parler, c'est aussi le devoir de bâtir ensemble, sans laisser la division ou l'impatience détruire ce qui vient d'être gagné. Ce que le Burkina Faso vient d'accomplir n'est pas seulement une opération nationale, ni même un simple sursaut contre l'ingérence étrangère. C'est une bascule historique à la croisée de l'audace et de la mémoire collective qui invite tout un continent à redéfinir sa place dans le monde. Car derrière chaque contrat annulé, chaque câble sécurisé, chaque diplomate sommé de quitter le pays, il y a des décennies de voix confisquées, d'opportunités détournées, de richesses pillées. La souveraineté africaine ne sera pas restaurée par un seul coup d'éclat, mais par une vigilance partagée et une mobilisation constante. Pourtant, rien n'est jamais acquis. L'histoire de l'Afrique regorge de moments saisis, puis abandonnés, de promesses tenues puis trahies, d'éveils vite étouffés par la pression extérieure ou l'indifférence intérieure. Aujourd'hui, le risque est limpide. Ceux qui ne saisiront pas l'instant verront, une fois de plus, leur avenir écrit par d'autres mains. Ce qui se joue maintenant dépasse de loin les frontières du Burkina Faso. Les regards se tournent vers toute l'Afrique de l'Ouest, où déjà des gouvernements voisins hésitent. Faut-il rejoindre cette nouvelle doctrine de l'autonomie ou craindre les représailles des grandes puissances? La révolution qui s'annonce ne sera probablement pas tapageuse. Elle sera méthodique, patiente, orchestrée par des voix souvent inaudibles mais déterminées. C'est dans ce silence stratégique que se forgent les véritables bouleversements. Merci d'avoir suivi ce récit. Abonnez-vous, partagez et faites entendre votre voix, car la suite de cette histoire dépend plus que jamais de vous tous.
Mais pour que ce moment devienne vraiment un tournant historique, chaque voix, chaque citoyen, chaque leader compte. Refuser la fatalité, c'est aussi choisir de ne plus laisser d'autres écrire l'avenir du continent. Alors, êtes-vous prêt à suivre et à défendre ce réveil africain, à refuser le silence, à réclamer votre droit à la parole, à l'autodétermination, à la dignité? Car l'histoire se construit maintenant, dans l'action et la vigilance.